Voilà, mes chers collègues, si vous voulez bien, alors pour l'instant il n'y a pas de presse. Ah si, monsieur Simon, je ne vous avais pas vu. Vous allez bien? Je salue aussi notre public. Alors, si vous avez l'impression qu'il est un peu plus nombreux, pas tout à fait, c'est aussi les représentants du bureau d'études sur le haut débit, qui au moment où ce point sera abordé, je leur laisserai un peu la parole pour qu'ils puissent intervenir rapidement. Vous voyez, je m'étais engagé avec les élus et les services qui ont porté ce projet qu'on ait un retour en fin d'année. Ce retour est là, donc les délais seront tenus et à partir de là, je vous proposerai une stratégie. Donc je ne sais pas si le personnel est là ce soir, mais en tous les cas, plusieurs personnes nous ont rejoints. Monsieur Brio-Teddy, qui n'est pas là et qui a été nommé stagiaire et qui travaille en tant qu'agent de collecte. Monsieur Pisato Jean-Pierre, donc c'est un transfert de Barisien. Vous savez que lorsqu'on a repris le tri, la collecte de tri sélectif, nous avons repris aussi le personnel de la société Barisien. Donc, monsieur Pisato est le premier, et monsieur Hadj Kadour Salim, qui n'est pas là non plus, est la deuxième personne. Donc, si monsieur Pisato était chauffeur, le deuxième est agent de collecte. Et enfin, et elle est là, je salue madame Durmeyer Nathalie, qui est donc stagiaire assistante de Pascal et qui est adjointe administratif. Donc voilà, il fallait un peu renforcer les services techniques à travers une partie administrative, comme je m'étais engagé dans le cadre des augmentations de travaux, de l'accélération des différents chantiers. On ne pouvait pas laisser administrativement le pauvre Pascal, je le vois là au bout, tout seul en permanence. Donc voilà, il a été, maintenant il sera accompagné et bien accompagné par madame Durmeyer. Je salue aussi monsieur Dubuisson qui vient d'arriver. Alors si vous le voulez bien, le point 4, je voudrais que ce point 4, nous l'abordions, mais seulement sous une forme d'information. Pourquoi? C'est le point qui concerne les représentations au sein du futur Conseil communautaire de 2014. Nous avons une réunion de travail avec les maires. Simplement, aujourd'hui, un amendement vient d'être voté au Sénat, présenté par une sénatrice apparentée PS, donc il y a des chances que cet amendement passe également au niveau de l'Assemblée nationale. Et forcément, si cet amendement passerait, cela changerait un peu la donne. C'est-à-dire que le nombre de délégués augmenterait un peu, c'est-à-dire que pour nous, au lieu de descendre à 38, il repasserait à 40, donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on revoie notre ventilation sur laquelle on a travaillé. Et une deuxième partie de cet amendement concerne le nombre de vice-présidents. Vous savez que dans la loi qui était initialement projetée, le nombre de vice-présidents était de 20%, alors qu'auparavant il était de 30%. L'amendement propose de maintenir et de rester à 30%. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on ne va pas forcément, du coup, vu les événements qui sont tout récents, on ne va peut-être pas s'affoler. Et ce que je vous propose, c'est de faire un point par rapport à la séance de travail que nous avons eue sur ce sujet. Et nous reviendrons tout de suite lors du Conseil communautaire du mois de février sur le sujet pour le voter, ou alors pour le voter en ayant pris en compte la nouvelle loi.
Donc le point 5 concernera le résultat de l'étude de haut débit. Vous savez que c'est un sujet quand même qui est important pour ce territoire, où beaucoup de nos communes, beaucoup de, entre guillemets, de hameaux un peu isolés, ou de parties de villages ou de villes, n'ont pas accès à ce haut débit. Et c'est une vraie problématique pour nos nouveaux habitants, pour des gens qui cherchent du télétravail. Donc par rapport à ça, nous avons mené l'étude comme nous l'avions souhaité. Le résultat de l'étude vous sera donné d'une manière succincte et vous sera présenté par le cabinet qui a mené cette étude. Et à partir de là, nous verrons comment nous aborderons ce sujet dans l'année 2013. Je pense que sur 2012, on aura beaucoup de mal encore à délibérer en 2012 et je vous suggérerai une méthode qui nécessitera peut-être encore 1 ou 2 réunions pour effectivement déterminer jusqu'où on va et vous verrez dès que vous aurez la connaissance du rendu de l'étude. Mais en tous les cas, nos habitants peuvent être rassurés. Ce dossier, nous l'avons porté et donc nous l'avons mené à bien, au moins dans sa partie étude. Je voudrais également attirer votre attention sur le point numéro 9. Ce point concerne, le thème c'est habiter mieux. Donc une réunion s'est produite ici, en présence de l'ANA avec le calme. Alors vous êtes soumis à un protocole dont vous avez eu la connaissance et vous avez pu l'étudier, et que ce protocole, on peut éventuellement l'entériner avec l'ANA. Je crois que ce protocole va dans le bon sens. Dans le bon sens d'une politique qui m'est chère, qui est chère à Viviane, mais qui est aussi chère à l'ensemble d'entre vous, c'est cette politique sociale où aujourd'hui, de plus en plus, la communauté de communes se tourne vers ces populations. Et quelque part, ce protocole Habiter mieux a un peu 2 axes. D'aider les gens un peu en difficulté, à traiter un peu mieux les pertes d'énergie, de confort. Et puis elle a aussi une démarche environnementale. Parce que lorsque on chauffe pas le ciel ou les rues, quelque part on travaille aussi à l'économie d'énergie. Voilà, donc c'est vraiment une mesure qui me convient bien et j'espère qu'il vous conviendra bien. Alors, 2013, vous savez que je l'ai abordé dernièrement dans une réunion particulière de travail. Nous allons aborder le dossier de l'assainissement, ce lourd dossier de l'assainissement. À la base, suite à la réunion de l'autre jour, je pensais le mettre au vote ce soir. Mais après avoir pris la tâche des uns ou des autres, je crois que ce dossier mérite encore quelques réflexions et quelques réunions parce qu'il n'a pas un impact sur les budgets des communes, il n'a pas un impact sur les budgets de nos habitants comme ça, et même sur le budget global de la communauté de communes. Mais simplement, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde a bien compris, aujourd'hui, sans parler du nouveau programme de Étanges, de Canfun, il faut quand même qu'on regarde ce budget d'assainissement, car aujourd'hui, et les mesures qu'on a évoquées l'autre jour, à la base servent déjà et uniquement, en grande partie, à combler le déficit du budget assainissement qui existe à l'heure actuelle. Ce n'est pas le surcoût de l'arrivée de Étanges, de Entrange. Aujourd'hui, dans le fonctionnement actuel, avec l'accélération des travaux, souvenez-vous, on a voulu aller vite,
On avait peur que le Conseil général, que l'Agence de l'eau, que ces financiers naturels se désengagent. Une des premières démarches lorsque je suis devenu président a été d'aller rencontrer Philippe Leroy, qui m'a encouragé, et d'ailleurs je vous avais répercuté ces paroles, à passer tous les dossiers qu'on avait dans les tiroirs. Alors, oui, on les a passés. On les a passés, mais à un moment donné, on a un peu mal anticipé, et je suis prêt à endosser la responsabilité, il n'y a pas de souci, l'aspect financier de la chose. Donc ça veut dire que, aujourd'hui, par rapport à la programmation qu'on a, par rapport aux travaux, c'est comme le programme, et je le dis même que la presse est là, parce que c'est la stricte vérité, le programme d'aller se brancher vers le Luxembourg, c'était une fausse bonne idée. Je veux dire, chaque mètre cube que nous envoyons dans la steppe au niveau de Bettembourg nous coûte 2,34 € du mètre cube. Et la redevance qui est demandée aux habitants du territoire, elle est de 1,20 €. Chaque mètre cube que nous envoyons sur la nouvelle steppe de Mondorf, elle est de 2,14 €, alors que notre redevance est d'1,20 €. Voilà. Donc à partir de là, je dirais, il n'y a rien à un moment donné de dramatique. Il va falloir simplement que nous posions, que nous regardons les choses. Je veux dire, à un moment donné, je sais pas, la communauté de communes a gommé toutes les ardoises sur les contributions aux pluviales. Alors oui, à un moment donné, la contribution aux pluviales représentait 350 000 € de rentrée dans le budget assainissement. Aujourd'hui, la contribution aux pluviales représente 60 000 €. Je veux dire, je crois qu'il va falloir, à travers toutes ces mesures, se redonner les moyens de nos ambitions en matière d'assainissement collectif. Alors ça pourra être des mesures temporaires. Aujourd'hui, la communauté de communes, par rapport à ses travaux, a des remboursements d'emprunts assez élevés jusqu'en 2017. Donc forcément, les nouveaux travaux là vont venir se superposer à ceux jusqu'en 2017, mais une fois 2017, je veux dire, on va chuter. Donc on pourra peut-être prendre ça aussi en compte dans la stratégie à mettre en place. Mais en tous les cas, je trouvais, après les sollicitations des uns ou des autres, que ce dossier n'était pas mûr pour le présenter ce soir. Nous allons donc encore un peu travailler dessus jusqu'en février, au moment du budget, et à ce moment-là, nous mettrons en place une vraie stratégie. J'espère que le 11 décembre, les maires, vos membres de CCAS, seront un peu nombreux, ou au moins que chaque CCAS sera bien représenté, de manière à pouvoir assister à la réunion avec Mairie Conseil, qui va bâtir un peu le départ et la mise en œuvre du CIAS. Donc, même pour nos amis internautes que je salue, CCAS, c'est Centre communal d'action sociale, CIAS, Centre intercommunal d'action sociale. Donc, nous avons souhaité mettre en place ce CIAS, toujours dans cette politique de proximité avec notre population, notamment les plus défavorisés. Et donc, je crois qu'il sera important que les maires soient présents, que les CCAS soient présents, afin que chacun prenne en compte et puisse s'exprimer sur la constitution et sur le moyen de fonctionnement du futur CIAS. Donc, je vous rappelle, le 11 décembre. Je crois que c'est de 20 h à 22 h que la réunion est prévue de mémoire. Donc les invitations sont parties. Je voudrais avec vous refaire également un point sur la compétence rivière.
Donc, nous avons sollicité la communauté d'agglomération Thionville-Port-de-France. Donc, pour l'instant, nous attendons leur réponse. La CC3F a abordé la question lors de leur conseil qui s'est tenu qui se tiendra le 13 décembre. Mais a priori, les retours que nous avons, la CC3F ne prendra pas la compétence rivière. La ville de Thionville a un conseil municipal le 15 décembre. A priori, la proposition pourrait être jugée favorable. La commune de Manom se prononcera une fois que Thionville, Port-de-France, que la communauté d'agglomération se sera prononcée. Et la commune de Haute-Cons verra ça en conseil municipal avant la fin du mois, mais ça pourrait être positif. Voilà un peu où on en est sur les différents points sur ce sujet de la prise de compétences rivière. Alors, je voulais vous faire part, parce qu'il l'a demandé dans le mail qu'il nous a envoyé, donc je vais l'aborder en conseil communautaire, mais un habitant du territoire a trouvé pas tout à fait normal que notre service de collecte, comme ils avaient l'habitude auparavant, soit venu vendre leur calendrier. Voilà. Nous disant que c'était un service public et qu'ils n'avaient pas à venir vendre leur calendrier. Voilà, donc je ne vais même pas commenter ce mail. Il demandait que je vous le transmette, donc je considère que je l'ai fait et je ne porterai pas de jugement sur la question. Alors, je vous rappelle que la cérémonie des vœux 2013 aura lieu le jeudi 17 janvier à 18 h dans la salle du casino de Cattenom. Et par avant, je remercie déjà Michel Chibi et son conseil municipal. Donc cette année, il aura une tournure un peu différente des années précédentes. Alors, je ne vous en dirai pas plus parce qu'il va y avoir une surprise. Sachez juste, ça ne devrait pas vous déplaire, que je parlerai un peu moins longtemps, mais que dans vos cartons d'invitation, il y aura un pass, une clé, et pour des raisons que je ne dévoilerai pas, étant donné que ça fait partie de la surprise, toute personne qui viendra sans ce pass, alors forcément, après, si c'est vous, mais toute personne qui viendra sans ce pass, l'accès à la salle du casino lui sera refusé. Voilà. On sera cette année dans un environnement un peu spécial, donc il y aura bien sûr un agent de la communauté de communes à l'entrée de manière à reconnaître au moins les élus du territoire, mais il y aura également un service de sécurité. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas rentrer, ou au moins dites-le, notamment à vos conseillers municipaux, parce que l'ensemble des conseillers municipaux sont invités. Alors, eux sont peut-être un peu moins connus du personnel communautaire à la porte, donc dites-leur bien, sans le pass, il n'y aura pas d'accès. Voilà. Et vous comprendrez le soir même pourquoi de telles mesures ont été prises. Comment? Non. C'est bien. Je savais, Michel, que tu pourras... Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va rentrer dans une partie plus administrative de cette réunion. Je pense que vous avez tous signé la feuille d'émargement. Le quorum est atteint. Il faut désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire. Isabelle Renoir n'étant pas là. Madame Katia Genémation, êtes-vous d'accord?
Merci. Donc, si vous voulez bien... Ah, Isabelle est là. Isabelle vient d'arriver. Non, il est demandé au vice-président d'allumer leur lampe. Voilà, donc, désolé. Hein. Isabelle, tu reprends naturellement ton poste de secrétaire. Merci à toi. Donc, si vous voulez bien, le premier point concerne l'approbation du compte-rendu du Conseil communautaire qui s'est tenu le 16 octobre. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, on peut voter. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne des décisions qui ont été prises entre le 25 septembre 2012 et le 20 novembre 2012 par moi-même dans le cadre des délégations que vous m'avez données. Avez-vous des questions? Je vous remercie. C'est un nom. Le point 3, c'est des décisions prises par le bureau communautaire du 18 septembre dans le cadre des délégations au bureau. Avez-vous des questions? Je vous remercie. Le point 4. Alors le point 4, c'est le point quelque part où nous n'allons pas délibérer, où je vous fais un rendu un peu du travail qui a été effectué avec les maires. Donc, je ne reviens pas sur le contexte de la loi. Je vous explique peut-être un peu le système sur lequel on s'est basé avec nos collègues qui ont participé au choix du tableau. C'est qu'on a octroyé un siège par commune de 0 à 799 habitants. On a octroyé un siège de plus aux communes se situant entre 800 et 1499 habitants. On a octroyé encore un siège de plus pour les communes de 1500 à 2499 habitants. 4 sièges pour les communes de plus de 2500 et 7 sièges pour la commune de Étanges-Grande. Ce qui donne Basrenken, un siège, Berg, un siège, Bayern, un siège, Boust, 2 sièges, Breistroff, un siège, Cattenom, 4 sièges, Entrange, 2 sièges, Eschrange, un siège, Évrange, un siège, Fixem, un siège, Gavis, un siège, Hagen, un siège, Étanges-Grande, 7 sièges, Canfen, 2 sièges, Mondorf, 1 siège, Putlange-les-Thionville, 2 sièges, Ronmac, 2 sièges, Roussy-le-Village, 2 sièges, Volmerange-les-Mines, 3 sièges, et Zoufgen, 2 sièges. Voilà la répartition sur laquelle nous étions tombés d'accord lors de notre séance de travail. Donc, nous ne délibérons pas ce soir pour les raisons que je vous ai données en amont. Nous allons attendre le projet de loi, mais si toutefois rien ne changerait, bien sûr, on mettra en œuvre ce que nous avions arrêté le soir de notre réunion. Y a-t-il des réactions ou des questions sur ce tableau ? Écoutez, je vous remercie. Ah, qui c'est qui a demandé la parole? Monsieur Hens, vous avez demandé la parole? Viviane? D'accord. C'était une erreur. Je me suis dit chic, mais non. Donc, si vous voulez bien,
nous allons passer au point numéro 5, qui est un rendu succinct de l'étude sur le haut débit. Alors, Didier, où vous vous installez, hein? Moi, je vous laisse même mon siège. Voilà. Mais ils sont nombreux, hein. Il y a tout le bureau d'études ou comment? Ah ben alors je vais le garder, oui. Faut appuyer sur un bouton. Non, c'est moi qui. Voilà. Bon ben, bonsoir à tous, merci. Merci de nous donner un petit créneau pour vous exposer effectivement le résultat de l'étude que nous avons menée sur les aspects haut et très haut débit pour votre territoire. Alors, moi je suis Frédéric Salé, je représente le cabinet Myriad, sachant que pour répondre à votre besoin sur l'étude, on a constitué un groupement de cabinets dont mes confrères représentent un autre cabinet membre de ce groupement. Donc on est 3 cabinets, cabinet Myriad, cabinet Trigone qui a réalisé les études techniques et le cabinet Richard et Merz, cabinet d'avocats représenté par Maître Moitry et Maître Young. Alors je vais essayer de vous restituer l'étude de façon très succincte, hein, je ne vais pas monopoliser trop la parole, en tout cas je vais essayer, sachant qu'il s'agit quand même d'un sujet qui peut s'avérer vite complexe. Donc on est là pour répondre à vos questions, vos interrogations par la suite, il n'y a aucun souci, mais c'est forcément là une synthèse de l'étude qui vous est par ailleurs fournie dans son intégralité dans un document à côté et à part. Juste quelques mots en introduction sur les enjeux du haut et du très haut débit, à la fois pour l'économie locale et pour l'aménagement des territoires. Alors peut-être avant de traiter les enjeux, peut-être donner quelques éléments de définition sur qu'est-ce qu'on entend par haut débit et par très haut débit, hein, qui sont les 2 termes que je vais utiliser dans la suite de l'exposé. Le haut débit, c'est ce qu'on pourrait qualifier de la connexion permanente. C'est-à-dire le fait de pouvoir être connecté à Internet de façon continue sur les réseaux. Lorsqu'on commence à parler de haut débit, on va parler de débit. Et ce qu'on va voir très rapidement, c'est qu'il y a plusieurs hauts débits. Et c'est là où la notion de débit arrive. On va parler des débits de 512 kilobits par seconde, de 2 mégabits par seconde, de 10 mégabits par seconde et au-delà. Traditionnellement, on va parler de haut débit jusqu'à un débit de 10 mégabits par seconde et de très haut débit au-delà. Donc c'est vraiment la séparation qui est faite entre le haut et le très haut débit. Alors sur les enjeux liés à ces technologies-là, on voit apparaître que c'est un élément de plus en plus important et qui contribue au choix d'implantation à la fois des populations et des entreprises sur le territoire. Donc il y a une étude qui a été menée sur les services publics prioritaires vus du grand public et l'accès à des réseaux de télécommunications de qualité a été le 3e service public local prioritaire qui a été cité par les populations. Donc le haut débit est devenu un critère important d'attraction, de maintien des populations sur les territoires et contribue à des formes de sociabilisation, d'accès à l'enseignement, d'accès aux loisirs, d'accès à la culture sur les territoires. Pour les entreprises, c'est également devenu un élément différenciateur et de compétitivité pour les entreprises, puisque depuis 2007, la qualité des communications est devenue le 3e critère le plus important pour l'implantation d'une entreprise sur un territoire. Et enfin, ce qu'on constate en termes d'évolution, c'est qu'on est sur des technologies qui évoluent
assez rapidement, avec des débits et donc des usages qui se développent très rapidement. Et on observe depuis les années 2000 le fait que les débits utilisés ont été multipliés par un facteur 15. Pardon, 2000 en 15 ans. Pardon, excusez-moi. Les débits ont été multipliés par un facteur 2000 en moins de 15 ans. Donc c'est un élément qui connaît une croissance exponentielle. Et en termes technologiques, on aura l'occasion peut-être d'y revenir encore une fois très succinctement, on observe que la fibre optique s'impose progressivement dans les réseaux. Donc, jusqu'à présent, en tout cas dans les années 2000, il était concentré dans le cœur du réseau. Et aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui voit rapprocher la fibre optique le plus près, au plus proche, des utilisateurs finaux. Et on le verra, ça constituera un des éléments différenciateurs dans les différents scénarios qu'on vous propose. Quelques mots maintenant sur l'état des lieux de votre territoire en matière d'accès haut et très haut débit. Alors, sur le périmètre de l'étude, juste pour vous dire que le périmètre de l'étude a concerné l'ensemble de la communauté de communes, à l'exception de la ville d'Étanges-Grande, qui a par ailleurs mené une étude sur son territoire. Donc c'est pour ça que nous sommes en priorité focalisés sur le reste du territoire. Donc, sur l'ensemble de la communauté de communes hors Étanges-Grande, 71% des foyers sont en mesure aujourd'hui d'accéder à une offre dite triple play. C'est une offre qui permet d'accéder à la fois à de l'accès Internet, à la télévision et de la téléphonie, qui est devenue en fait l'offre de référence au niveau national. Donc 71%, on estime à 71% le nombre de foyers qui accèdent à ce type d'offre aujourd'hui sur la communauté de communes. Donc par différence, il y a 29%, près d'un tiers des habitants qui n'y accèdent pas. Si on regarde sur ce tiers, il y a même 10% des foyers qui n'accèdent pas à une offre à 2 mégabits par seconde. L'offre à 2 mégabits par seconde, aujourd'hui, constitue une offre à partir de laquelle on a une fluidité de l'accès à Internet qui est compatible avec les usages d'aujourd'hui. En dessous, on commence à se voir restreindre dans l'utilisation quotidienne de ces outils. Et on a encore un certain nombre de foyers qu'on a évalué à une soixantaine, qui représentent 0,4% du périmètre de l'étude, qui sont en dehors de toute possibilité d'être raccordés au réseau haut débit. On verra juste après une carte qui traduit comment se répartit cette population sur le territoire. Autre caractéristique de votre territoire au regard des réseaux de communication électronique, c'est qu'il existe 3 technologies en fait sur votre territoire d'accès au haut débit. Il y a la technologie ADSL qui réutilise en fait le réseau téléphonique de l'opérateur historique pour délivrer ses services, qui est la technologie principale à la fois sur votre territoire mais également au niveau national, puisque la DSL représente plus de 95% des accès au débit au niveau national. Donc elle est présente, elle est fortement présente sur votre territoire. On a également la présence de réseaux câblés, donc à la fois sur Étanges-Grande, mais également sur Cattenom, Volmorange-les-Mines, Canfennes et Antrange, qui sont exploités par 3 opérateurs, donc Numéricable sur Étanges-Grande, Régicom sur Cattenom et Cuvel sur les autres réseaux câblés. Aujourd'hui, sur ces réseaux câblés, seul Régicom et Numéricable pour Étanges-Grande proposent des offres d'accès Internet. Sur les autres communes, les réseaux câblés ne transportent que des flux vidéo. Et le réseau de Régicom aujourd'hui ne propose pas d'offre de téléphonie. Donc il n'y a pas la possibilité aujourd'hui sur Cattenom. Ah, donc c'est très récemment alors. D'accord. C'est un piège. Ok. Attends.
pour moi. Administrativement, ça existe. C'est vrai, ça existera. Troisième technologie qui est déployée sur le territoire, sur 3 communes sur l'est de votre territoire, c'est une technologie radio, dite Wi-Fi Max, son petit nom, qui a été mis en place dans le cadre du projet départemental, qui permet de réduire localement les zones d'ombre, mais qui présente un certain nombre de limitations en termes de nature de service fourni et de qualité de service, et en particulier d'évolution aussi de cette technologie-là, mais qui a l'avantage d'être présent sur vos territoires et de couvrir un certain nombre de zones blanches. En termes d'offres de services disponibles, vous avez un atout sur votre territoire, c'est le fait que ce qu'on appelle le dégroupage, c'est-à-dire la réutilisation par des opérateurs multiples des infrastructures France Télécom, est largement développé sur votre territoire, hein, puisqu'il y a 8 répartiteurs téléphoniques qui desservent votre territoire, il y en a 6 qui représentent plus de 90% des lignes téléphoniques, qui bénéficient en fait d'une diversité d'offres et d'une concurrence sur cette technologie-là. Et donc du coup, sur les territoires, sur les 90% des lignes qui bénéficient du dégroupage, les habitants peuvent bénéficier d'une concurrence et des offres nationales en termes de triple play. Néanmoins, ces offres dites dégroupées sont soumises aux mêmes contraintes d'éligibilité que l'offre ADSL. En matière d'accès au très haut débit, donc en introduction j'avais fait cette distinction entre le haut débit et le très haut débit. Le très haut débit, aujourd'hui, il est accessible que par des technologies fibre optique, jusqu'à l'abonné. Aujourd'hui, votre territoire, il est exclu, ou quasi exclu, de ces solutions-là, puisque seul en fait, le projet de la zone industrielle sur Campfen et quelques établissements publics bénéficient d'un accès fibre optique, qui est fourni dans le cadre du réseau départemental, et que si on se projette sur les prochaines années, puisqu'il a été demandé aux opérateurs de déclarer leurs intentions d'investir dans les réseaux fibre optique à horizon 2020, eh bien, malheureusement, aucune commune de la communauté de communes n'est concernée par ces intentions d'investir de la part des opérateurs privés à horizon 2020. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions en termes d'aménagement numérique, puisque si on regarde à l'échelle de la Moselle, il y a 36% de la population qui est concernée par des intentions de déployer, d'investir dans les réseaux de fibre optique par les opérateurs, qui sont concentrés dans les plus grosses agglos, et en particulier dans l'agglomération voisine de Thionville. Donc, si on se projette sur 2020, en regardant les initiatives privées, on risque de voir apparaître une nouvelle fracture numérique sur votre territoire, en particulier au regard de la communauté d'agglomération voisine de Thionville. Alors on a essayé de représenter la couverture au débit de votre territoire, donc cette représentation présente quelques limites, hein, on est là sur des modèles, mais en gros la façon de lire la cartographie, c'est que plus vous avez des couleurs vives, donc le rouge, plus les débits sont élevés, aujourd'hui sur le haut débit, et plus la couleur est claire, et le pire étant blanche, plus les débits sont faibles. Et donc, on voit apparaître sur cette cartographie la répartition des 71% de la population qui ont accès à des services triple play, les 90% qui ont accès à des offres à plus de 2 mégabits, et les 10% restants qui sont les foyers qui sont dans les zones bleues, mauve assurée et puis blanche, qui elles sont en dessous de 2 mégabits par seconde.
Donc tout ça pour vous dire qu'en fait le niveau de service au débit aujourd'hui, il est très hétérogène, à la fois de par sa dispersion géographique, avec une inégalité d'une commune à une autre, et également en matière de niveau de service disponible, en fonction de la localisation de chaque abonné potentiel. Alors, en matière de très haut débit, il y a une stratégie nationale qui est en train d'être mise en place. C'est important d'avoir un éclairage sur cette stratégie, sachant qu'il y a un engagement, enfin, le président de la République a si vous avez des fait un questions, engagement. Madame Lemaire, Ouais. vous pouvez peut-être les poser. N'hésitez pas. Oui, c'était petit, je suis désolé. Attendez, vous voulez... Ne bougez pas. C'est le bon? C'est le bon? Non, c'est pas le bon. Si, c'est bon. J'étais juste surprise de voir qu'il n'y avait que 60 foyers en zone blanche, sachant qu'à Bergues, il y en a déjà 20. C'était juste ma question par rapport au petit tableau et donc au pourcentage, au 6%. C'est tout. J'ai pas entendu le commentaire. C'est vrai que Bergues fait partie des communes les moins bien couvertes en haut débit. Ils sont pas loin de la CC3. Le téléphone, ça... Alors, continuez, s'il vous plaît, votre présentation succincte. Oui, alors je vais essayer d'accélérer, j'ai bien compris. Voilà. Voilà, donc le président a pris un engagement dans le cadre de la campagne. Cet engagement, c'est de soutenir le développement des nouvelles technologies et de l'économie numérique, levier essentiel d'une nouvelle croissance, et d'organiser avec les collectivités et l'industrie la couverture intégrale de la France en très haut débit d'ici à 10 ans. Voilà, donc c'est l'objectif qu'a fixé le président de la République, dans la continuité d'ailleurs de l'exécutif précédent. Il y a eu des modalités de mise en place, des modalités qui ont été mises en place et qui sont actuellement en cours de précision. Donc, il y a une loi qui a institué l'établissement de schémas directeurs territoriaux, et en particulier à l'échelle de la Moselle, il est en train d'être réalisé. Mais malheureusement, à ce jour, il n'est pas finalisé. Il y a eu en 2011 une répartition des rôles entre l'initiative privée et l'initiative publique, dont le résultat a été ce que je vous ai annoncé au niveau du département, c'est-à-dire 36% de la population intégrée dans des zones où l'initiative privée est avérée à horizon 2020, mais où malheureusement aucune commune de la communauté de communes n'est concernée. Il y a eu des outils financiers pour accompagner la mise en œuvre de réseaux d'initiatives publiques qui ont été définis. Donc avec un premier outil, donc le FSN, le Fonds de solidarité numérique, dans le cadre du programme des investissements d'avenir, donc du grand emprunt, doté de 900 millions d'euros pour pouvoir financer des réseaux d'initiatives publiques à très haut débit. Et la dernière annonce donc, de la ministre en charge de l'économie numérique, donc Fleur Pellerin, elle a déclaré qu'il y aurait un séminaire gouvernemental qui aura lieu en février 2013 et qui devrait être suivi par des annonces fortes en matière d'aménagement très haut débit. Donc on est en attente de ces éléments-là. Alors, la mission en elle-même, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce cadre-là? On a réalisé une préétude à la fois technique, économique et juridique visant à l'aménagement très haut débit du territoire pour vous donner des perspectives ou des scénarios, des trajectoires d'aménagement de votre territoire en matière de réseau de communication électronique. Donc on a réalisé un état des lieux, une analyse de l'offre au débit, donc le résultat vous a été présenté, des études terrain. On a questionné l'ensemble des mairies pour connaître l'ensemble de vos projets d'habitation, mieux connaître les réseaux, etc. On a fait un relevé de boîte aux lettres pour pouvoir clairement identifier et positionner sur le territoire les foyers à desservir, et une étude juridique qui nous ont conduit à vous proposer
3 scénarios qui sont présentés ici. Le premier scénario, qu'on a appelé le scénario d'amélioration de la couverture au débit, consiste à améliorer le niveau de service haut débit actuellement disponible sur la communauté de communes, c'est-à-dire réduire les quelques foyers qui restent, qui sont en dehors des offres débit, et améliorer le niveau de service au débit sur les autres territoires. Donc une action plutôt court terme pour traiter vraiment les écarts les plus significatifs en matière d'accès au haut débit. On a travaillé ensuite sur un deuxième scénario qui est l'opposé, on va dire, et là qui vise l'objectif du président à échéance 10 ans, hein, qui est l'aménagement très haut débit en fibre optique de l'intégralité des foyers sur la communauté de communes. Et puis enfin, on a travaillé sur un troisième scénario qui est un peu intermédiaire. On a essayé de mixer à la fois des actions court terme sur l'amélioration du niveau de service haut débit, tout en profitant pour avoir un aménagement très haut débit sur du long terme de votre territoire. Alors les moyens qui seraient mis en œuvre pour améliorer la couverture au débit, ce serait ce qu'on appelle des opérations de montée en débit, c'est-à-dire d'amélioration du signal ADSL aujourd'hui délivré sur le réseau téléphonique de France Télécom. Donc là, on aurait un impact sur l'éligibilité au débit et le fait d'accéder à une offre triple play, où on est aujourd'hui à 70%, l'objectif étant d'arriver à 97%, et sur un calendrier court, sur moins de, enfin en tout cas avec des actions qu'on pourrait mettre en œuvre sur moins d'une année. Par contre, avec ce scénario, on a un impact sur le haut débit, mais aucun impact sur le très haut débit. On arriverait à un investissement qu'on a évalué à 2,4 millions d'euros, avec un cofinancement de l'État, avec les règles du jeu qui sont définies aujourd'hui et qui risquent d'évoluer avec le séminaire gouvernemental de février, qui serait nul. Voilà, donc ce qui reste, 2,4 millions d'euros à financer par les acteurs publics locaux, communautés de communes, mais également départements, régions, si tant est qu'ils décident de participer au financement de ces réseaux-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté leur politique, puisqu'ils sont en cours d'élaboration de leur schéma directeur. Le scénario tout fibre optique, donc très haut débit pour tous, sur la communauté de communes, on est un scénario qu'on a évalué, dont les investissements ont été évalués à un peu plus de 7 millions d'euros, avec un cofinancement de l'État de l'ordre de 2,6 millions d'euros, encore une fois avec les règles du jeu qui sont définies aujourd'hui, donc ce qui reste un delta de 4,5 millions d'euros. Et sur le scénario progressif, alors on a visé un objectif d'éligibilité triple play à 95% et environ 80% de la population en très haut débit. On est sur un montant financier légèrement inférieur au tout fibre optique, donc de 6,9 millions d'euros, avec un cofinancement de l'État d'environ 2,5 millions, là ce serait 4,4 millions d'euros à financer par des acteurs publics locaux. Alors, quelques pistes de réflexion qu'on vous propose, qu'on vous soumet, et j'en terminerai là. Une fois, maintenant qu'on a rendu les propositions de scénario et les résultats de l'étude, c'est d'une part pour vous d'intégrer ces résultats. Ce sont des sujets qui sont parfois délicats et difficilement appréhendables, et de définir votre stratégie en matière d'aménagement. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des actions plus court terme sur le haut débit, ou plutôt, à contrario, d'avoir des actions plus sur la durée d'aménagement conduisant vers le très haut débit? Ça, c'est à vous d'arrêter une stratégie en la matière. Ensuite, il y a un sujet qui concerne
la compétence, puisque aujourd'hui la compétence communication électronique est au sein des communes. Si vous avez un souhait de mener un projet au niveau de l'intercommunalité, il conviendra de transférer la compétence à la communauté de communes, ce qui intègre la reprise des réseaux existants, en particulier les réseaux câblés, avec les contrats qui existent et qui courent également en ce moment, et qui nécessitent une délibération effectuée au sein de chaque commune. L'autre action qu'on vous propose dans le cadre de la réalisation du schéma directeur d'aménagement numérique réalisé au niveau départemental, c'est d'inscrire votre éventuel projet au sein de ce schéma directeur. Pourquoi? Parce que dans les règles pour pouvoir accéder au cofinancement de l'État, il est clairement indiqué que les projets doivent être de dimension à minima départementale. Donc, en gros, les co-investissements qu'on a fait figurer sur le transparent précédent étaient soumis à la condition d'intégrer votre projet à une échéance à minima départementale plus haut. Donc, si vous décidez d'avoir une action volontariste sur ces sujets-là, je vous engage à discuter ou à travailler de façon très étroite avec le département qui est en train d'élaborer son schéma directeur. Le cas échéant, bien sûr, c'est de lancer des procédures. Alors, dans notre étude, je passe très rapidement, mais on a travaillé sur les montages juridiques qu'il conviendrait de mettre en œuvre. Les marchés de travaux sont une des pistes qu'on vous propose, de lancer ces procédures le cas échéant. Et de toute façon, ce qu'on propose également, c'est plusieurs actions très pragmatiques de façon à développer le réflexe fibre optique. Parce que l'aménagement en fibre optique, on voit, ça représente quand même un investissement important qui peut s'envisager dans la durée et pour lequel il peut paraître opportun d'anticiper le déploiement des futurs réseaux. Donc par des actions très simples et très pragmatiques, le fait de recenser l'ensemble des infrastructures aujourd'hui qui existent et qui peuvent supporter un réseau de communication électronique, et le fait d'intégrer l'ensemble de ces données dans un système d'information géographique centralisé est un élément qui permettra d'accélérer ou en tout cas d'optimiser les coûts de déploiement futurs. Le fait également pour toute opération de travaux publics de regarder l'opportunité de prévoir des poses de fourreaux supplémentaires, en particulier au regard des schémas techniques qu'on a établis dans le cadre de l'étude, et également une action qu'on vous propose, tout comme la pose de fourreaux dans tout nouveau projet d'aménagement, que ce soit un aménagement de zone d'activité ou de logement. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Non, ça a été. Bon, mes chers collègues, si vous avez des questions, allez-y. Donc vous voyez pourquoi dans le cadre de ce rapport, vous voyez qu'on n'est pas sur des sommes futiles. On est quand même sur des sommes relativement importantes. Et donc, avant d'aller, alors je sais que par rapport à nos habitants, certains sont très pressés. Mais je crois qu'il faut peut-être se poser encore une fois, je vous propose en début février, avant le budget, et de manière à ce qu'on mette en place le choix d'une stratégie en matière de haut débit. Et vous avez vu, il existe plusieurs sortes de haut débit, de la montée en débit, de la fibre. On va un peu vers tout, mais voilà. Donc une réunion de travail en février. À partir de là, on saura écrire le budget 2013 avec ce qui va bien en face. Des délibérations, si on irait vers une compétence, qu'elle soit partielle, totale, d'une manière X ou Y, qui pourrait rentrer en jeu dès juin 2013.
Le temps que nous délibérons, que les communes délibèrent, on pourrait prendre la compétence, au moins au niveau du mois de juin, si on décidait d'aller sur ce chemin. Oui, Jean-Luc. Juste une question par rapport à Étanges-Grande. Les coûts qui nous sont proposés, je pense que ça mérite sans doute d'être affiné. Par contre, Étanges représente quand même le tiers de la population. Ouais. Il faudrait, déjà, première question, est-ce qu'on peut avoir compétence communautaire sur le haut débit en excluant Étanges? Première question. Et deuxième question, si on intègre Étanges, que deviennent les coûts? Alors, Étanges a mené sa propre étude aujourd'hui, et de mémoire, et là je parle de mémoire, je crois que le montant est aux alentours d'1,5 million. C'est 1,8 million, voilà. Donc il faudrait effectivement rajouter au coût. C'est fait. Et ça a été rajouté, voilà. Parce que le premier rendu n'incluait pas l'étude de Étanges, et ce coup-ci... On a intégré dans les 7 millions d'investissements, Étanges est dedans. On a intégré les 1,8 million de Étanges-Grande. On le voit ici. 1,871 millions d'euros, très exactement, pour un peu moins de 3 800. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Oui, Bernard. Oui, au niveau CatNam, je suis responsable de la commission câble, et effectivement, on est engagé avec Régicom sur une délégation SASPIC de 15 ans. Nous avons demandé en fait un report d'une année pour effectivement faire l'étude. Actuellement, je travaille et j'ai un séminaire dans quelques jours pour travailler avec Vialis. Vialis qui est en fait un syndicat mixte qui existe sur Colmar pour essayer de faire une étude d'opportunité, plutôt d'avoir une tête de station sur CatNam, de se regrouper entre communes. Et ma question était la suivante, c'est est-ce que vous êtes cantonné sur votre étude au territoire, ou est-ce que vous avez pris les possibilités de faire quelque chose en commun avec plusieurs communes, notamment avec une autoroute qui sera mise en place, je dirais qui existe aujourd'hui, qui est le RHD 57, avec un opérateur télécom qui est Moselle-Est, et donc avec des possibilités, je dirais, de diminuer les coûts de par les infrastructures que chaque collectivité paiera en quote-part. Aujourd'hui, si on regroupe sur 2 000 habitants, sur 20 000 habitants ou 250 000 habitants, forcément les coûts deviennent moins importants, autant au niveau fonctionnement qu'investissement. Donc ma question, c'est est-ce que vous êtes cantonné uniquement aux 20 communes, ou est-ce que vous avez déjà pris la tâche des solutions existantes avec d'autres communes, notamment Bassam, Agandange, et qui part sur Wapi? Non, Bernard, aujourd'hui, ils ont répondu à la commande. La commande était claire, c'était une enquête sur le territoire. Ensuite, la deuxième chose qu'il y a, c'est qu'effectivement, par rapport au développement de l'environnement, tu évoques Bassam, tu évoques d'autres, tout cela sera dans le cadre du schéma départemental. Sera pris en compte dans le cadre du schéma départemental, d'où l'importance de s'inscrire dans le cadre du schéma départemental. Alors, il y a l'importance financière, parce que si on est en dehors, on n'est pas aidé, et il y a l'importance technique, parce que si on est en dehors, on ne bénéficie pas de toutes les données techniques que possède le département sur ce sujet, tel que tu l'as évoqué, le RHD 57, qui a été réalisé par le département de la Moselle. Donc voilà, je dirais aujourd'hui, la première étape était d'avoir une étude sur le territoire, c'était la commande initiale, et bien sûr s'inscrire tout de suite dans la démarche du département, et pour te rassurer et pour rassurer nos collègues, nous avons reçu déjà les services techniques du département en la matière, et nous avons fait part de la première approche que nous avons eue, quoi. Donc le département, son schéma étant un peu en attente, mais qui devrait sortir incessamment, en tous les cas, ils attendront que CatNam se positionne un peu, quoi. Oui, Jean-Luc. Oui, juste un point supplémentaire, parce que ça me gratte un peu, et puis j'ai du mal à le garder pour moi. Ça concerne la carte qui nous a été proposée. La carte qui nous a été proposée, je pense qu'elle n'est pas du tout l'image de ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'elle couvre un grand nombre de zones qui ne sont pas habitées, et on n'a pas là le vrai reflet, je dirais, de l'éligibilité et des débits sur les communes. Donc je pense que tu le vois toi-même à travers ce qu'on peut voir sur Zoufchen en zone blanche. Non, il est tout en rouge. Non, si tu prends le périmètre de la commune, tu vois bien qu'il y a quand même
Il y a quand même des secteurs... Oui, d'accord, mais nos arbres de nos forêts, ils n'ont pas besoin du haut débit. Quoi. Le village, tout le village... C'est bien ce que je veux dire, c'est que cette carte, elle n'est pas représentative, parce qu'effectivement, elle prend en compte... Alors, je ne sais pas à quelle superficie, je ne vois pas trop ce que ça représente, mais je veux dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas représentatif de ce qui existe. À ça, je voulais ajouter... Juste si tu regardes et tu parles de sauvegarde, tu vois quand même que le village qui est sur la carte dessinée par le T, il est complètement en zone rouge. Ouais, mais et c'est le cas. Tu sais bien, Michel, que nous, on est des conseillers communautaires moyens et qu'on regarde que les couleurs. Donc, le rouge, à mon avis, il n'est pas représentatif de ce qu'il devrait être. Tu te sous-estimes. Et je voudrais juste rajouter deux précisions. La première, c'est pour répondre à Madame le maire de Berck, c'est que Berck-sur-Moselle, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la zone, mais il y a quand même un programme qui est prévu sur Haute-Cône, c'est qu'il va pouvoir la satisfaire d'ici peu de temps. Et ce qui n'apparaît pas non plus sur la carte, c'est ce qui a été discuté avec monsieur le maire d'Échange, et pour lequel on va donner de l'éligibilité à Échange-Molvange. Simplement, je voulais préciser ça. D'accord. Oui, vous voulez peut-être réagir ou pas? Juste de précision, effectivement, donc, dès qu'on présente des cartes, effectivement, on est obligé de représenter des limites administratives des communes. On a effectivement, pour répondre à votre interrogation, fait figurer sur la cartographie donc les taches en vert qui représentent les bâtis, parce qu'effectivement, c'est ça qui est important de représenter. Et en tout cas, les pourcentages en termes d'éligibilité sont bien calculés sur des lignes téléphoniques et non pas en pourcentage de surface, en particulier des communes. Donc effectivement, la représentation, elle a ses limites, on est tous conscients. Maintenant, c'est un élément, je pense, qui marque et qui permet aussi de représenter les limites du haut débit actuel. Marie-Marthe, appuie-moi. Bon. Je crois que sur le support fibre optique, c'est sûrement le support optimal et on est tous d'accord là-dessus. Le fait qu'il y ait un réseau fibre optique du Conseil général, on peut s'appuyer là-dessus. Mais pourquoi ne pas étudier le déploiement de la 4G, puisque ça nous éviterait, quitte à prendre en charge à ce moment-là les antennes par commune, ça nous éviterait quand même tout le génie civil pour amener jusqu'à chez l'habitant fibre optique, qui va nous coûter... vraiment largement autant que l'assainissement, puisqu'on en a parlé comme le trou futur. Voilà, moi ça me paraît comme la solution la plus simple par rapport à tout ce qui était présenté. Alors, oui, alors attendez, parce que là je vois, dès qu'on parle de technique, notre ami Jean-Luc, se sentant la barre poussée, veut réagir tout de suite. Mais je vais peut-être laisser Jean-Luc réagir le bureau d'études et après tu pourras reprendre la parole ou compléter s'il faut. Alors, les technologies 4G, donc, qui sont des technologies radio, représentent effectivement une opportunité pour accéder à des débits plus élevés que ce qu'on connaît actuellement. Néanmoins, avec toute une série d'inconvénients qui fait qu'aujourd'hui, la 4G n'est pas une solution pérenne pour pouvoir offrir du très haut débit pour tous. La 4G peut être vue comme une technologie complémentaire s'il y a une ferme en bout de réseau, mais on n'aura jamais, de par des technologies radio sur un spectre radio qui est limité par définition, les mêmes niveaux de service et de qualité que sur des technologies filaires. Jean-Luc. Oui, simplement pour dire, la 4G, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour du mobile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la 4G, c'est 40 mégas quand on est tout seul au pied du pylône. Et ça, les gens ne le savent pas. Donc, c'est les mêmes règles que pour le fil. Hein, plus on est loin et puis plus on perd en débit. Donc, et plus on est nombreux, c'est comme un robinet. Je veux dire, c'est comme l'eau. Si tout le monde ouvre l'eau en même temps, ça coule moins vite. Et la 4G, c'est pareil. Donc c'est contraire à l'assainissement où plus de monde remplit le tuyau, moins on paye. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Voilà, en tous les cas, moi, si on a pu, je remercie le bureau d'études Myriade. Et puis, je vous propose cette séance de travail au mois de février pour que nous puissions décider. Les confrères aussi. Oui, j'ai dit le bureau. Non, merci, on n'est pas vraiment intervenu. On était là pour corriger les éventuelles erreurs. C'était pour le rassurer. Voilà. Donc merci à tous les trois et mes chers collègues. Donc si vous êtes d'accord, on prend acte de ce rapport et on se donne rendez-vous en février pour travailler dessus
et avancer sur le sujet. Mais j'espère, Jean-Luc, qu'à ce moment-là, tu pourras nous éclairer de ta vision technique et de ta connaissance technique du dossier sur les débats du mois de février. Ouais, j'ai déjà éclairé le Joseph. Je ne sais pas si vous le voyez, mais... Non, écoute, si tu as réussi, on pourra tous comprendre dorénavant. Merci. Bon, si vous voulez bien, on va aborder le point suivant, le point numéro 6. Le point numéro 6 concerne la protection sociale complémentaire des agents. Donc vous savez qu'il y a un décret de loi de novembre 2011 qui a entériné un peu ou qui a modifié la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Auparavant, la communauté de communes mettait en place un système où nous apportions, quel que soit le profil et l'âge de l'agent, une aide à hauteur de 25%. Ces nouveaux décrets de loi nous obligent un peu, entre guillemets, de mettre en place un système où la solidarité joue. C'est-à-dire, en gros, l'âge et la composition de famille des agents. Donc, une consultation a été faite. À un moment donné, on vous a saisi pour, je crois que c'était le 23 avril, où on vous a saisi sur la nature des contrats relancés du marché. Donc, vous êtes prononcé. Suivant ça, on a lancé ces marchés, on a reçu différents retours. Le CTP, qui est donc le comité technique paritaire où vous avez des représentants du personnel et des élus, s'est réuni, a donné un avis favorable et propose d'approuver les conventions de participation pour la protection sociale du personnel de la communauté de communes pour les garanties santé et prévoyance avec Grasse Savoie et Collectim. D'approuver la participation de la communauté de communes de Cattenom selon les critères qui étaient énoncés. Et donc d'inscrire au budget une enveloppe prévisionnelle d'un montant de 35 500 € qui se décompose 30 000 pour la garantie santé et 5 000 pour la garantie prévoyance. Voilà. Alors, je vous dis, c'est un dossier qui était quand même assez complexe et les gens qui siègent au niveau des élus, donc je pense à Katia Génémation, je pense à Nicole, je pense à Émile qui est venu à une des réunions, je crois. Voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Je veux dire, c'est un dossier assez compliqué. Et lorsque on retravaille un peu et qu'on met en place la solidarité, et je crois que... Alors il a quitté la salle, donc je vais le faire d'autant plus facilement, mais un des responsables du personnel, Didier Beck, qui a travaillé sur ce dossier en tant que délégué du personnel, on fait un travail de titan où cette case de solidarité, ils ont essayé de la faire de la meilleure formule possible. Et je crois qu'aujourd'hui, le système proposé est un système équitable. Donc, ce système mis en place représente une enveloppe de 30 000 € plus de 5 500 €, c'est-à-dire en gros 35 000 €. Oui, Jean-Marie. Quel était le montant de la participation de la communauté de communes avant de modifier ou avant le changement du texte de loi? Alors, oui, non, c'est le montant de l'enveloppe, Philomène. Alors,
c'était 25 000 et quelques euros de mémoire. La problématique qu'il y a, c'est qu'on ne jouait pas dans la même cour, parce que, bon, tu as bien vu qu'en peu de temps, l'évolution du personnel a quand même augmenté d'une manière considérable. Alors, je suis quasiment sûr que c'était 25 000 euros, parce que lorsque je discutais avec nos collègues élus au CTP, je dirais, tiens, ça fait 20% d'augmentation. Donc là, aujourd'hui, on est à 30 000 en gros. Mais effectivement, il y a le nouveau personnel qui est aussi arrivé dans la balance. Et c'est pour ça qu'on est sur une enveloppe prévisionnelle, parce que forcément, si demain on embauche 15 ou 20 personnes de plus pour la crèche d'Étanges-Grandes, en fonction des problématiques de maladie et de santé, l'enveloppe va fluctuer. Alors la seule chose qui est entre guillemets bien, c'est que là on est sur un système qui est bloqué. Tandis qu'auparavant, on était sur 25%, quel qu'il soit. Là, on a un repère où le système fait que c'est bloqué et on n'aura pas de surprise sur notre participation. Avant, plus ça coûtait cher, plus nos 25% représentaient une grosse partie, quoi. Voilà, là on est arrêté sur un montant par agent. Bien sûr, c'est le comité technique paritaire où je disais Katia Génémation, Nicole, Émile assistent et sont nos représentants. Et au niveau du personnel, Didier Beck, Madame Cresti, qui c'est qu'il y a, Sophie Zener, je crois, ou pas? Non, Sophie Zener, Sylvie Mariat, voilà. Donc, en gros, c'est la composition de ce CTP. Y a-t-il des questions? Bon, je pense que le nouveau contrat, avec toutes les contraintes que nous a mis la loi sur le sujet, mérite qu'on prenne quand même un peu de recul sur le dossier, de l'entériner comme ça, et je dirais que ça sera peut-être un peu comme la piscine, et que dans 3 ans, on sera peut-être un peu plus malin, parce que là, c'est vraiment quelque chose qu'on découvre. Donc, si vous voulez bien, et s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 7, c'est un point qui concerne la prise de compétence de la réserve. Et donc, c'est simplement le fait, dans le cadre de l'organisation du service, de reprendre le 0,6 équivalent temps plein de la conservatrice du site. C'est un peu comme toutes les compétences qu'on reprend, on reprend le personnel. Aujourd'hui, elle a un 0,6 équivalent temps plein qui est financé de plus par l'État, qui demain nous reversera cet argent à nous, communauté de communes. Donc voilà. Après, si nous décidions pour des raisons X ou Y d'augmenter le temps de travail, le delta serait pris en compte par nous. Mais pour l'instant, moi je vous propose, et de démarrer comme ça au moment de la prise de compétence, de garder le 0,6 équivalent temps plein et de prendre les subventions de l'État qui vont avec. Ensuite, de regarder comment on avance sur cette nouvelle compétence, et en fonction de ça, on avisera les 2 commissions référentes, notamment la 4e et la 8e, se prononceront sur l'avenir et l'intérêt et le sens dans lequel nous allons développer la réserve. Et c'est aussi pour ça que quelques-uns d'entre nous étions à Bordeaux la semaine dernière, de manière à nous immerger dans ce monde des réserves, quoi, qui est un monde nouveau. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point numéro 8 concerne les organisations de services du multi-accueil Les Pirouettes à Étanges-Grandes. Donc, au niveau du multi-accueil, même si en matière de travaux purs, on peut avoir un petit delta d'1 mois, 1 mois et demi de retard dû à différents aléas techniques.
nous serons prêts dans tous les cas pour l'ouverture à plein régime en septembre 2013. Donc, il est prévu, bien sûr, de recruter du personnel, étant donné que cette structure accueillera 60 enfants. Avant de recruter, de récupérer le personnel qui s'occupe déjà des 20 enfants dans le cadre de l'association du centre repas, bien sûr. Donc c'est une éducatrice de jeunes enfants, 2 auxiliaires de puer, 2 adjoints d'animation, un adjoint technique. Et donc nous recruterons également 16 personnes supplémentaires, une puère ou une infirmière afin d'exercer la fonction de sous-directrice, 3 éducateurs ou tristes de jeunes enfants, 5 auxiliaires de puer, 3 adjoints d'animation titulaires du CAP Petite Enfance ou du BAFA. Alors, je vais profiter, si vous le voulez bien, parce que je vais profiter en même temps pour nos amis internautes s'y regarderaient. Vous voyez bien que sur un personnel aussi nombreux, il n'y a que 3 CAP Petite Enfance. S'il vous plaît, de grâce, lorsque vous voyez des jeunes dans vos communes, conseillez-leur plutôt un BEP sanitaire et social. Une fois qu'ils l'ont, ils peuvent faire 16 mois ou 18 mois de formation où ils peuvent être auxiliaires de puer. Je veux dire, on a plus besoin de ces gens-là. Les CAP Petite Enfance, vous voyez, on en prend très peu dans les crèches. Par contre, on va peut-être en utiliser quelques-unes ou quelques-uns comme dans nos écoles maternelles. Mais ce n'est pas très adapté pour les crèches. Alors, à chaque fois que vous pouvez discuter avec un jeune qui veut aller vers du CAP Petite Enfance, à moins que l'école maternelle soit vraiment sa priorité, mais si sa priorité c'est la crèche, encouragez-le ou encouragez-la à aller vers plutôt un BEP sanitaire et social, où là une deuxième porte lui sera tendue à travers une formation de 16 mois ou 18 mois, où elle peut devenir auxiliaire de puer, ou c'est bien ça, hein, Christine? Voilà. Mais c'est vrai que c'est mieux le BEP. J'ai mis le micro. C'est vrai, effectivement, c'est mieux de faire un BEP sanitaire. Oui, vous n'allez pas dire le contraire maintenant. Hein. Non, mais simplement, il faut faire encore une année de spécialisation, voilà, c'est ça. Dont j'ai oublié le nom, et ensuite, les contrats d'apprentissage peuvent être ouverts. Voilà. Donc, faites-vous bien préciser ça. J'ai le sentiment de rencontrer beaucoup de jeunes du territoire lors de mes permanences qui viennent me voir en disant « Mais écoutez, j'ai le CAP Petite Enfance, qu'est-ce que vous avez comme boulot pour moi ?» Je lui dis « Mais écoute, pas grand-chose. » Voilà. Donc, encouragez-les à aller vers d'autres voies. Vous savez que la formation des jeunes est très importante. Voilà, donc j'en étais sur le recrutement. Et également 4 adjoints techniques, tout ce qui concerne la lingerie, la cuisine et l'entretien. Donc, si vous voulez bien, on va pouvoir délibérer sur ce sujet, à moins que vous ayez des questions. Si vous n'en avez pas, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Le point suivant concerne le programme Habiter mieux. Donc vous savez que le 7 novembre, alors je souris parce que j'allais vous dire, je vais profiter que la presse n'est pas là pour vous dire un truc, mais je me suis rappelé qu'on est filmé avec nos amis internautes, donc je ne vais pas vous le dire. Donc le 7 novembre, s'est tenue une réunion ici. Nous n'étions pas très nombreux et je crois que ce sujet est un sujet quand même important. Alors à partir de là, les différentes commissions qui étaient reliées à ce programme, et notamment la commission de Viviane, qui a travaillé sur ce domaine, et puis la commission mise en valeur de l'environnement, vous font différentes propositions.
Alors, à partir du moment où un ménage est éligible au programme Habiter mieux, d'y emmener une prime de 1 000 € par dossier de travaux. Donc, ensuite, d'octroyer une subvention au calme à hauteur de 10 350 €. Alors, je crois que le fait que nous nous appliquions aussi sur les dossiers financièrement permet de lancer des leviers et de permettre d'autres implications. Donc si on met 1 000 €, c'est 2 000 € peut-être ou 3 000 € qui peuvent être apportés, qui sont abondés également par l'État et le Conseil général. Voilà. Donc c'est un levier, et le fait de mettre ces 1 000 €. Alors quand on regarde, et ceux qui ont assisté à la réunion, je veux dire, on voit bien que les plafonds de revenus ne sont pas très élevés. Et on est vraiment sur des bas revenus. Donc c'est pour ça que cette initiative découlait des commissions de André et de Viviane, parce que à la fois on travaillait sur l'environnement, à la fois on travaillait sur le social. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, nous allons passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 10. Comme vous l'avez tous lu, je vous demande de prendre acte du rapport du SCOTA. Alors, est-ce que quelqu'un aurait des questions? Si vous n'avez pas de questions, et comme donc je considère que vous avez pris acte, je passe avec plaisir la parole à Michel. C'était vous. Oui. Vous avez tous lu les rapports, vous avez des questions? Je plaisante. Donc, le point numéro 11 concerne le budget principal, décision modificative numéro 3. Donc, cela concerne la section d'investissement et la section de fonctionnement. En investissement, on vous propose en dépense une somme de 326 000 € qui se répartissent en travaux pour la crèche de Volmerange-les-Mines, 40 000 €, et pour la maîtrise d'œuvre du centre social, 322 000 €. En recettes, toujours pour l'investissement, 326 000 €, donc qui équilibre les dépenses. Alors, pour expliquer un petit peu la présentation, c'est-à-dire les moins 1814 €, les moins 1814 545,07 €, il faut savoir qu'en juin, on avait prévu une indemnité pour le sinistre à l'espace nautique de 2 900 000 €. Et on a reçu une notification d'indemnité partielle d'environ 1 112 €. Donc la différence représente, et vous le voyez, page 26, une somme de 1 814 545 €. Donc en fonction, on enlève en fonction... Pardon? Non, nos collègues disaient que c'était bien des millions. Oui, des millions, oui. 1 million, qu'est-ce que j'ai dit? 1800 a priori, d'après eux. Bon, alors 1 814 546 €. Donc l'on équilibre en fonctionnement, en dépenses et en recettes. Et on retrouve donc cette somme-là en recette d'investissement, où on enlève donc du virement de la section de fonctionnement cette somme de 1 814 545,06 €. Nous y rajoutons une subvention de 3 400 € pour donc équilibrer en section d'investissement à moins 1 814 545,06 € et en section en section d'investissement équilibré à 326 000 € et en section de fonctionnement à moins 1 814 545,06 €. Je n'ai pas été très clair, je l'avoue.
D'autant plus que vous avez donc, pour l'équilibre des recettes, vous avez un emprunt et dette assimilée, donc de 2 137 145,06 € pour équilibrer les dépenses. Je suis prêt à répondre à vos questions. C'est-à-dire que la diminution de l'indemnité pour le sinistre espace nautique n'apparaît pas clairement, mais donc nous n'avons touché qu'à 1 112 000 € je répète, donc sur 2 900 000 € qui étaient inscrits en juin. Donc c'est pour ça qu'il y a une diminution de cette somme de 1 814 545 €. Oui, tout à fait. Donc le montant, la différence, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a reçu, et d'ailleurs je l'ai reçu hier ou avant-hier, un chèque d'un montant d'1,8 million, là. Hein? T'étais témoin, oui, Jackie était dans le bureau au moment où je voyais arriver ce chèque d'un montant d'1,8 million. Donc ça concerne une partie du remboursement de la piscine, la partie, je dirais, sur laquelle on est aujourd'hui d'accord. Donc il va falloir maintenant qu'on aille négocier, entre guillemets, au tribunal, la partie sur laquelle on n'est pas d'accord. Donc ayons déjà reçu ces 1,8 million, et parce qu'il faut en terminer avec cette piscine, parce que le nouveau contrat de délégation de service public prendra effet au prochain mandat, je crois. Hein ? 2014, voilà, au 1er janvier 2014, un nouveau délégataire peut-être, ou le même, sera sur la piscine. Donc je pense qu'il faut absolument démarrer le prochain contrat avec une piscine en ordre, à tous les niveaux. Donc ça veut dire que dès le mois de février au mois de mars, quoi qu'il arrive, on reprend et on commence les travaux sur la piscine. De manière à avoir terminé ces travaux pour le 1er janvier 2014 et que le nouveau délégataire puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors nous n'allons pas nous tourner les pouces avec la commission de délégation de services publics, c'est-à-dire que courant 2013, parce qu'il faut presque 1 an sur ces longues procédures, nous allons lancer la procédure, nous allons recevoir les candidatures, nous allons examiner les offres et nous allons attribuer la prochaine délégation de service public au niveau de la piscine pour qu'au 1er janvier 2014 on puisse démarrer. Voilà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, et je crois que Denis peut le confirmer, je dirais qu'aujourd'hui le travail et les résultats financiers qui sont faits sur l'espace et puis la coopération avec la société Carilis, je dirais que tout se passe bien, quoi. Et je crois que c'est important de le dire. À un moment donné, on a beaucoup parlé de l'ancien délégataire, et vous le savez, ici on était... Mais je crois que le fait qu'on ait modifié le type de contrat convient mieux à notre fonctionnement et puis au contexte. Voilà. Donc... si vous n'avez pas de questions sur ce sujet, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Mon cher Michel, à toi la parole pour le numéro 12. Alors pour la décision modificative numéro 3 du budget assainissement, c'est plus simple. On dépense une somme de 975 millions d'euros. Pas du tout. J'ai des problèmes avec des chiffres aujourd'hui. Mais je ne vois pas clair avec ces putains de lunettes là, qui sont complètement Monsieur Krasuki sortait de ce corps. Et c'est vrai en plus, je ne sais pas ce qu'ils ont les yeux. Alors, 975 000 €, qui se décompose en terrain lagune de Putelange, 15 000 €, et les travaux en cours, 960 000 €, le contrat Bayron les Putelange, 660 000 € et Tangerand 300 000 € pour couvrir les dépenses en investissement recettes, 975 000 € qui se décomposent en 100 000 € de subvention d'investissement pour Tangerand 50 000 € et du département et de l'agence de l'eau Rhin-Meuse 50 000 €,
et un emprunt qui équilibre la section de 875 000 euros. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Enfin, non. S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne la MED. Alors, la maison des entreprises est louée à 4 sociétés. Les loyers peuvent être réajustés annuellement selon les indices de variation de l'indice national du coût de la construction. Donc en 2012, le Conseil de communauté, le 4 juin, avait décidé du gel des loyers pour l'exercice 2012. Compte tenu de la conjoncture économique actuelle et que les entreprises ne vont pas forcément bien, on vous propose de neutraliser l'augmentation des loyers des locataires de la MED jusqu'au 31 décembre 2014. Oui, Jean-Marie. Est-ce que tous nos locataires sont à jour de loyer? Alors aujourd'hui, oui. Bon. Oui. Aujourd'hui, bon, déjà sur les 4 cellules, vous savez, il n'y en a que 3. Étant donné qu'on nous en occupons une. Bon, et puis pour le reste, je dirais que ça se passe bien. Du moins, a priori. Quoi. Mais bon. Y a-t-il d'autres questions? Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, oui. Y a-t-il d'autres questions? Si on n'a pas, est-ce que nous allons procéder au vote? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et dans ce cas-là, je vais passer la parole à André. Oui, alors le point numéro 14 de l'ordre du jour concerne le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets, du Cidélon. Bon, vous avez le rapport, vous l'avez eu entre les mains. Je ne vous parlerai pas du Cidélon en détail, je pense que vous le connaissez. Ce sont les membres de la 4e commission qui y siège, avec le président bien sûr. Et j'allais dire, l'activité principale au cours de cette année 2011 était surtout la reprise des contrats en cours des différents adhérents. Alors, dans le rapport, vous avez des chiffres, et vous pourrez d'ailleurs constater que les coûts des traitements variaient énormément d'un contrat à un autre, et les prix n'étaient pas forcément, j'allais dire, inversement proportionnels au nombre d'habitants. Voilà, il s'agit seulement de prendre acte de ce document. Le point suivant, mon cher André, s'il n'y a pas de questions. Le point suivant concerne le règlement d'assainissement collectif, et en particulier, plus précisément, la modification de l'article 16, participation à l'assainissement collectif. Alors, vous savez que la PRE, c'est la participation de raccordement à l'égout, n'existe plus. Elle a été remplacée par comment ça s'appelle la participation à l'assainissement collectif, effectivement, excusez-moi, j'avais oublié. La 4e commission réunie le 7 juin et le 13 septembre 2012 vous propose la tarification de cette nouvelle participation. Vous avez le tableau qui figure dans le projet de délibération. Pour une maison individuelle, c'est 2 500 €. Oui, et après, par logement, en fonction du nombre de logements, il y a un tarif, etc., et en fonction des activités. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser sur cette participation? Alors, le bureau avait demandé au service et à la 4e commission de regarder un peu ce qui se faisait aux alentours. Donc, je dirais que ce qui est proposé là est dans une moyenne, pas forcément une moyenne basse, mais c'est dans une moyenne. Que de toute manière, c'est simplement
des nouvelles constructions. Ce n'est pas des choses que chacune et chacun va payer. Oui, et c'est payable une fois. Voilà, c'est payable une fois, c'est sur des nouvelles constructions. Et quelque part, ça sera une petite goutte qui va venir s'ajouter dans notre budget d'assainissement collectif. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je demande qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Toujours André. Oui, alors le troisième point concerne également l'assainissement et plus particulièrement la reprise des réseaux d'assainissement du lotissement La Clé des Champs à Roussy-le-Village. Alors je rappelle que la communauté de communes exige un certain nombre de conditions et que ces conditions sont remplies et elles ont été vérifiées par les services techniques. La 4e commission s'est réunie le 13 septembre 2012 et a donné un avis favorable pour la reprise des réseaux. Le détail, réseau d'eau usée, donc c'est sur la commune de Roussy-le-Village, 185 mètres de diamètre 200 et 235 mètres de diamètre 315, 400 et 500 pour les eaux pluviales. Or, comme d'habitude, on vous demande de bien vouloir accepter la reprise de ces réseaux et de l'intégrer dans le patrimoine communautaire. Y a-t-il des questions? Non. Nous allons passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Mon cher Denis, à toi pour le point suivant. Non, c'est pas le bon. Pour le point 17 que tu as en partie présenté tout à l'heure. Ah bon? Oui. Oh ben oui, d'accord. Ouais. Tout simplement, ça concerne le mode de gestion de l'espace nautique Cap-Vert à Brestroff, pour lequel aujourd'hui cette gestion est assurée par la société Carilis et qui nous donne effectivement entière satisfaction dans la gestion qu'il a à l'heure aujourd'hui. Ce contrat arrive à échéance effectivement le 31 décembre 2013, donc il doit être renouvelé à partir du 1er janvier 2014. Et aujourd'hui, se posent plusieurs problèmes. Le premier, c'est que fait-on du mode de gestion? Est-ce qu'on repart sur une délégation de service public ou alors est-ce qu'on prend cette gestion en régie? Donc aujourd'hui, compte tenu de la gestion satisfaisante qui nous a été présentée par la société Carilis, on vous propose de repartir sur le principe, d'adopter le principe d'une DSP, donc une délégation de service public, sans exclure la reprise éventuellement en régie si les consultations ne devaient pas être satisfaisantes. Voilà. Et la deuxième chose, le deuxième point, bien sûr, c'est d'autoriser donc le président à lancer cette consultation très rapidement parce que ce sont des procédures qui sont très longues. Et l'année suffira tout juste à régler ce problème. Voilà, donc aujourd'hui, voilà ce qui vous est présenté aujourd'hui, Monsieur le Président, en adoption. Oui, je suis désolé d'avoir déploré un peu ce point, mais ça m'était sorti de la tête. Je t'ai vu partir, je me suis dit, il va présenter le point en entier. Voilà, avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, on peut passer au vote. Et donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 18. Je ne vais pas vous les rappeler. Je n'ai pas envie. Vous allez les lire. C'est simplement des points d'organisation et rappel de quelques règles. Voilà. Et donc, c'est un peu c'est les principes généraux de fonctionnement pour l'ensemble du conseil communautaire, du bureau et pour les commissions. Donc, vous avez un calendrier qui est joint dans les annexes du dossier. Un premier calendrier. Bien sûr, ce calendrier pourra évoluer suivant
les nécessités de vos commissions, des bureaux ou du conseil communautaire, devraient venir bien sûr s'intercaler les réunions que j'ai évoquées auparavant, la réunion sur le... Ah ben non, il est même marqué, réunion de travail sur le haut débit, le 26/2. Donc vous voyez, les dates pour le haut débit sont même déjà dans ce calendrier prévisionnel. Voilà. Alors mes chers collègues, je ne sais pas si il y en a que je verrai plus jusqu'à Noël, mais en tous les cas, s'il y en a que je verrai plus ou que je vois plus, bonne fête de fin d'année et reposez-vous bien pour ceux qui en auront l'occasion, parce que je pense que 2013 va être une année de décision, de travail, et sur lesquels, vous voyez, on aura des sujets assez ardus à traiter. J'espère que notre collègue Pierre, maire de Boust, va mieux. J'espère que 2013 sera l'année où il pourra venir à nouveau nous rejoindre au sein de la collectivité et de nos réunions plénières. En tous les cas, mes amis, portez-vous bien et à ceux que je ne vois plus, passez de bonnes fêtes de fin d'année.